Bonsoir à tous, Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy, Jérôme Béglé, Philippe Bilger. On est ensemble jusqu'à 21h. Le retour des Gilets jaunes. C'est une antienne. On dit toujours qu'ils vont revenir. Ils ne sont jamais revenus pour le moment. Mais manifestement, d'abord ils l'espèrent, la fameuse... comment on dit quoi ? Coagulation des luttes. Exactement. Et il y a quand même quelques appels pour le 7 janvier, dès samedi. Donc ça va être un test. Je pense que le gouvernement va regarder ça de très près. Appel national des Gilets jaunes le 7 janvier à Paris. Inflation, salaire, réforme des retraites, utilisation massive du 49.3, réforme de l'assurance chômage, test du RSA sous conditions, etc. Donc ça, c'est des affiches qui circulent. Tous à Paris le 7 janvier. C'est pas la première fois qu'il y a eu ce type d'affiche. Les Gilets jaunes victoire. Alors, il y en a une qui en dit peut-être... qui est édifiante, je trouve, c'est Triomphons 4 ans après, Triomphons avec un T, et qui, effectivement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, comment ? Non, oui. non, sur le texte, c'est bien écrit, mais sur le... Oui. Je ne pense pas qu'on puisse repasser les plats comme ça. Oui, la conjoncture n'est pas la même, les leaders ne sont pas les mêmes, les mécontents ne sont pas les mêmes. Vous, cette phrase-là, bon, on peut la ressortir dans un mois, faites très attention. Moi, je vais dire la même. Moi, je m'engage aussi, et pour une autre raison. D'abord, moi, je ne crois pas, si vous voulez, aux choses qui se représentent de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose. Vous ne vouliez pas écouter Jacqueline Gouraud avant ? D'accord. Mais... Parce que là, vous êtes sauté dessus sur Jacqueline Gouraud, mais je n'avais pas terminé ma présentation. Mais je vous en prie, bonsoir, Elisabeth Lévy. Jacqueline Gouraud, écoutons-la. J'ai répondu à Jérôme Béglé. C'est-à-dire que tout se coagule, tout est en train de se coaguler et les manifestants vont se coaliser. Il ne faut pas croire, enfin moi je connais beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas qu'Emmanuel Macron pense que les entrepreneurs qui ont mis toute une vie dans leur entreprise, qui attendaient de vivre une retraite tranquille, qui vont tout perdre, ils vont quand même pas se laisser mourir sans rien dire. Mais tout le monde a une raison d'être dans la rue aujourd'hui, puisque nous allons tous être à la rue. Donc nous allons être dans la rue. Bien sûr que la situation est explosive. Moi, ce que je crois, ce que je ressens avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête à ne pas vouloir sortir, déjà premièrement du tarif de l'Arenh. C'est une clause de sauvegarde. Bon, et est-ce qu'il y a risque d'explosion ? Je vous ai coupé tout à l'heure, Elisabeth Lévy, ou pas ? Alors, la première chose, c'est que, effectivement, je ne crois pas que les choses se représentent dans les mêmes formes. Et la deuxième, c'est que beaucoup de gens ont pu constater que le mouvement des Gilets jaunes, qui a pourtant été assez puissant pendant un an, on a vu beaucoup, il a eu d'abord bénéficié d'un grand soutien de l'opinion, n'a abouti à rien, à une convention sur le climat. Donc, la réalité, c'est que je ne crois pas que c'est comme ça, en fait, et qu'il y a beaucoup de gens qui en sont tout simplement conscients. Il ne suffit pas d'être en colère pour avoir un projet politique. Et je trouve que je ne suis pas sûr que les gens sont prêts à revivre cela. Moi, j'en suis pas sûr, et avec beaucoup de prudence. D'abord, j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas donné tout ce qu'on pouvait espérer de lui, parce que j'étais très favorable initialement à ce qu'il dénonçait. Deuxième élément, on n'a jamais connu une France où la coagulation des crises était tellement intense. À l'époque des Gilets jaunes, on sait bien pourquoi ils sont mobilisés, mais la situation était infiniment moins préoccupante qu'aujourd'hui. Et donc, je n'exclus pas que les Gilets jaunes puissent représenter aujourd'hui le nouveau mode de contestation à partir, encore une fois, d'une épreuve qui n'a pas donné tous ses effets parce que Eugénie Bastier. Elisabeth, on ne connaissait pas leur représentant. Moi, je vois deux différences quand même avec les Gilets jaunes. C'est que la chose qui a changé depuis les Gilets jaunes, c'est le quoi qu'il en coûte. Et c'est d'ailleurs, il a été mis en place à partir des Gilets jaunes. On a basculé dans le quoi qu'il en coûte et la politique du chèque au moment des Gilets jaunes. On n'est jamais vraiment sorti. Il y a eu le Covid, maintenant il y a l'énergie. Et c'est la grande différence. Et on n'en est toujours pas sorti. On en parlera tout à l'heure avec ce qu'a dit Madame Borne. Énormément de chèques, ce qui n'était pas le cas avant les Gilets jaunes. Deuxièmement, le Gilet jaune, c'était un moment de politisation de classes sociales, notamment de classes moyennes déclassées, qui n'étaient pas politisées. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, et ce que dit Jérôme Fourquet, par exemple, dans le Figaro cette semaine, c'est qu'on vit un moment de dépolitisation post-présidentielle, c'est-à-dire que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Alors que précisément, les Gilets jaunes, c'était un mouvement inverse, c'était des gens qui s'intéressaient jamais à la politique, qui
sont mis à Donc mettre personne autour de la table ne croit, vous l'avez dit. Le mouvement des Gilets jaunes s'est plus ou moins suicidé il y a 4 ans en allant vers des rives qui n'étaient pas celles des Gilets jaunes. C'est entendu, mais... Et deuxièmement, n'oublions jamais qu'en France, les revenus de transfert représentent 40% du revenu disponible des Français. C'est-à-dire que 40% vient d'autre chose que votre travail, de ce qu'on appelle de la redistribution. C'est un record à l'OCDE. On ne peut donc pas dire que l'État français, sous toutes ses formes, et Dieu sait si je le critique, n'est pas là pour apaiser les douleurs et pour subventionner, subventionner excessivement à droite et à gauche. Alors il se trouve que... psychologique. Chacun s'est exprimé une fois, ce qui est la règle. Je ne sais pas. Alors Jérôme Rodriguez nous écoute, c'est une figure emblématique. Et il a gardé mon portable, il a raison, et il m'envoie un petit texto. Je ne sais pas si les gens attendent les Gilets jaunes, mais une certitude absolue, c'est qu'il y a une colère ambiante et que le gouvernement reste sourd. Alors la colère, certains sont en colère, bien sûr, mais le pays n'est pas en colère. C'est pour ça que ces mots-là, il y a des gens en colère, oui. Tout le pays ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens désespérés. Oui, il y a aussi des gens désespérés, mais il y a aussi des gens qui sont accompagnés. Absolument. Les Gilets jaunes n'ont jamais cessé d'exister, me dit-il. Ils ont été simplement mutilés pour qu'ils puissent rentrer à la maison. C'est en tout cas ce qu'il me dit. Alors, on va entendre maintenant Elisabeth Borne, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est très juste ce que vous avez dit. Le quoi qu'il en coûte, il continue sur les boulangers, d'une certaine manière. En tout cas... On va leur permettre des facilités. Entre autres. Voilà. Alors, écoutez ce qu'a dit... oui, mais... Faire un quoi qu'il en coûte ciblé, un quoi qu'il en coûte généralisé. Oui, mais en fait, la vraie mesure, et moi je l'ai compris avec Loïc Le Floch-Prigent ce matin, ce serait de sortir du système. Évidemment. Ça, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas se fâcher avec les Allemands qui nous enfument sur ce sujet depuis des mois. Ils ont fermé leur centrale. Vous avez résumé la chose. Et on paye pour eux. Et le courage politique, c'est de dire nous on sort. Et évidemment, les politiques sortent pas. Bruno Le Maire veut pas sortir. Mais attendez, il faut quand même... Attendez, sortir des rails. Attendez, Elisabeth. Et on écoute Elisabeth Borne. De quel système du système de la directive européenne sur l'électricité. Et on en parlera tout à l'heure avec le Floch-Prigent ce matin. Évidemment, c'est ce qu'il faut sortir. Les Espagnols sont sortis, le Portugal est sorti. On peut produire notre électricité à moindre coût. À moindre coût, oui, à moindre coût. À beaucoup moindre coût. Mais on est complètement autonome si on à veut. moindre coût, oui, si on veut. C'est un truc de fou. Mais évidemment. On a été importateur d'électricité au mois de décembre en partie. Oui. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la France. Écoutez Madame Borne sur le report des boulangers, si j'ose dire, et des cotisations sociales. J'annonce à ces entreprises qu'elles pourront demander un report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. On pourra faire ce report pour passer ce moment difficile en termes de trésorerie. Bon, ça c'est pas mal. Mais non, parce qu'en fait... Pas mal. Mais Pascal, ça n'a fait... Mais non, parce qu'un report, comme le nom l'indique, ça ne fait que reporter. Or, pour des gens, c'est des pertes sèches. C'est comme le PGE, certes, mais c'est quand même pas mal. Mais écoutez, ça permet de souffler un peu. Écoutez, vous avez eu ce boulanger, je sais plus... Moi, j'ai entendu un chef d'entreprise tout à l'heure qui a reçu un restaurateur, voilà. Ouais. Il avait parlé hier, qui a reçu une facture de 17 000 €. Vous lui reportez sa facture et vous lui reportez ses impôts, le problème va se reposer à un moment. Bon, alors, écoutez Bruno Le Maire, lui. Alors, Bruno Le Maire, franchement, j'écoutais Bruno Le Maire. J'ai rien contre lui. Je vous assure, ce qu'il disait était incompréhensible. Donc, il faudrait qu'on lui dise déjà de faire de la politique, c'est de parler aux gens. Je vous assure, on était avec Benjamin No cet après-midi en train d'essayer de couper des phrases de Bruno Le Maire pour qu'elles soient compréhensibles. Non mais c'est un vrai problème. Tu es ministre de l'économie, tu ne comprends rien de ce qu'il te dit. Donc, mais j'ai rien contre lui, hein. Il a sûrement beaucoup de qualités. Mais faire de la politique, c'est parler aux gens. Autrement, tu fais autre chose. Donc, c'était incompréhensible. Donc, on a pris quelque chose qui est compréhensible. Et après, c'est moi-même qui vais vous expliquer la charte qu'il a mis en place. Parce qu'autrement, lui, on ne comprend pas. Bon, je vais essayer de faire mieux. Écoutez ce qu'il a dit quand même. Écoutez. Bon, merci. Je suis pas la seule. Mais écoutez, je vous assure, il était donc avec Olivia Grégoire, qui est très compréhensible, elle. Il aurait dû faire parler Olivia Grégoire, parce que quand elle parle, au moins, on comprend. Lui, c'est incompréhensible. Donc, ministre de l'économie. Mais j'ai rien contre lui, je le précise. En revanche, écoutons ce qu'il a dit de compréhensible. L'ensemble des fournisseurs s'engagent à faire respecter cette charte point par point, et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom divulgué publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien
et qui ne respectent pas les règles. Bon, donc la charte, c'est quoi la charte qu'il faudra respecter? Et là, vous allez la découvrir. 3 engagements. Faire figurer dans la facture de février le bénéfice de l'amortisseur. Donner des facilités de paiement. Et pour les boulangers, résiliation sans frais des contrats. C'est les 3 engagements des fournisseurs d'énergie pour petites et moyennes entreprises. Vous comprenez? C'est clair pour vous? L'amortisseur, qui est l'amortisseur? Faire figurer le bénéfice de ce qu'il y a. L'amortisseur, c'est la c'est la mesure pour les petites entreprises faite par le gouvernement qui amortit de 20% les frais. Le montant de l'aide. Oui. Au lieu de payer X, tu paieras X merci. moins tant, et donc c'est le moins tant qui va être si important. quelqu'un ne le respecte pas, vous avez vu ce qu'ils vont faire. Ah ben là, ils diront leur nom. Non, ils vont le dénoncer. Ils C'est pas diront bien, non. ils vont publier son nom en disant c'est très mal. Mais la vérité, c'est que Mais Bruno moi aussi, Le Maire, ça me il devrait avoir le courage de couper avec l'Allemagne. Bien sûr. Non. C'est ça qu'il devrait faire. Et moi, je l'ai compris, mais il n'y a pas que ce matin, d'ailleurs. D'ailleurs, avant d'écouter une réaction du boulanger, écoutez ce que dit M. Le Floch-Prigent sur le marché européen. C'est ça le nerf de la guerre. Il faut, me semble-t-il, sortir. Mais on va y arriver. On va y arriver. Les derniers, mais comme toujours, à la fin. est trop tard. On va y arriver. Écoutez, M. Le D'ailleurs, Emmanuel Macron a Floch-Prigent. ouvert la voie. il l'a dit Écoutez, lui-même. M. Le Floch-Prigent. On a créé un marché artificiel de l'électricité, marché qui n'existe pas puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc, ce marché est artificiel. Et puis, au moment où il y a eu la crise qui dure depuis 2 ans, mais qui a été augmentée par le fait de stopper le gaz ukrainien, soudain, eh bien, on s'est retrouvé nu devant un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est qu'il faut revenir sur le marché électricité européen, et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne, ça suffit, il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. Il faut dire ça. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles ne seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas de raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne mendie pas. Alors ça, c'est un homme pragmatique, chef très bien. d'entreprise du terrain, et les petits hommes gris qui nous gouvernent. Il y a une inertie, en fait. Une inertie terrible. C'est effrayant. Ce qui est- Enfin, c'est simple, tu sors de ce système. Non, mais il y a- T'as pas à être aligné sur le gaz des Allemands. Mais c'est plus Simplement, qu'une c'est inertie, non. pardon. C'est le couple Ce qu'on peut vous franco-allemand. rétorquer, je ne dis pas que ce soit un bon argument, c'est Oui. que Ils lorsqu'on payent la aura- dette. Ils payent la dette, les Allemands. C'est Oui, ça le truc. c'est que lorsqu'on aura besoin d'eux ultérieurement, Oui. peut-être pour avoir des taux d'intérêt plus bas, peut-être pour avoir un marché industriel Ça. plus bas, et ben ils nous diront vous ne nous avez pas aidé en 2023, débrouillez-vous Mais ça tout fait seul. 10 ans qu'on les aide, Bon. ça suffit. L'amortisseur, je précise, c'est la baisse de 15 à 20% de la facture d'énergie des PME. C'est une baisse qui C'est est l'aide. prise en charge par D'accord. l'État. C'est l'aide, c'est le On peut montant de l'avoir, le l'aide. DNS des... Il faut faire figurer sur la facture le montant Voilà, de l'aide. c'est ça. De l'aide. Les 3 engagements. Faire figurer dans la facture de février le bénéfice de l'amortisseur. Comprenez le montant de l'aide. Voilà. On devrait dire d'ailleurs le montant de l'aide Bah plutôt oui. que cette phrase-là. Le Vous montant de voyez, l'aide. parce qu'on a repris même les éléments de langage du ministère de l'économie. C'est le montant Le de l'aide. montant de l'aide. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent nous parler convenablement, qu'on comprenne le bénéfice de l'amortisseur? Non mais vraiment. Mais attendez, Bruno Ces Le gens Maire sont n'est des pas en régie. Traducteur le maire Oh, français, c'est voilà. réglé, traducteur Et même le nous, maire on se français. fait piéger Voilà. par ça. Le montant de bénéfice l'aide. de Le l'amortisseur. montant de l'aide. Ils sont autour d'une table. Il n'y en a pas un qui peut dire le montant de l'aide. Mais qui nous appelle. Mais qui, franchement, mais c'est incroyable de Mais- parler de. Et ces gens nous parlent. Il faut voir comment on nous En parle. gros, Mais oui. vous savez ce que c'est Le bénéfice. En fait, c'est les soldes. Le Ah. produit à 100, il est à 80. Eh ben, on laisse Franchement, le prix mais- 100, on le barre, on met le deuxième prix en dessous. Mais Ah, pardon, est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur cette affaire d'Europe? Parce que c'est pas seulement de l'inertie. Il y a une espèce d'idéologie féroce des élites françaises Non, mais- qui ne voient rien de. Il faut savoir combien l'Europe nous aura coûté à la fin. Eugène. D'accord. Moi, je suis désolé, Je suis d'accord. mais je ne Mais- comprends pas cette obstination qui va contre l'intérêt national. Eh bien, je vais vous dire, Emmanuel Macron, on dit qu'il est indéchiffrable, sauf sur un truc. Oui. L'Europe. Et ça, il y croit. Alors ça, franchement, Je suis d'accord avec vous, mais j'en suis. bénéfice Et de on voit l'amortisseur. que- Ce
charabia. Vous mélangez tout, là, Pascal. Mais non, mais L'Europe, c'est un c'est pas le bénéfice de la marche de charabia. l'amortisseur. C'est un Oui, non, charabia. mais bien sûr, mais c'est pas l'Europe, ce charabia. Mais c'est les petits hommes gris. Oui, le Bercy, mais c'est Voilà. pas les petits hommes gris de Bruxelles. Les C'est pas petits hommes gris, le bénéfice de l'amortisseur. Ben oui, mais je vous dis, ça c'est s'appelle le montant de l'aide. Oui, mais heureusement que j'étais là pour vous le souffler. Ça fait 2 jours, vous tournez autour, vous l'avez pas trouvé. Bon, voilà. Bon, la réaction du boulanger. Parce que ça, c'est concret. Le boulanger, le bénéfice de l'amortisseur, lui, c'est pas son truc. Donc, écoutez ce qu'il dit après les annonces de Bruno Le Maire, précisément. C'est pas que le compte n'y est pas, c'est qu'on n'a pas entamé le vrai problème. Le vrai problème, c'est le prix du gaz. Donc, tant qu'on n'attaquera pas ce problème-là, il n'y aura rien de résolu. Ce que je note toutefois, c'est cette histoire de pouvoir résilier un contrat où les prix seraient prohibitifs. Mais je pense à Ulrich qui s'exprimait hier sur votre antenne, qui est restaurateur et qui vient d'apprendre que finalement ce sera que les boulangers. Donc encore une fois, on ne va pas aider tout le monde, quoi. Il n'y a pas vraiment de solution. Après, sur l'étalement des charges, des impôts et autres, est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement? Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y a toujours un moment où ces factures-là, il faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans 6 mois? On est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges. Mais oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que je paye le présent, le passé et le futur. Il y a un truc que je n'ai jamais compris et pourtant qui a été faisable, je crois que c'est le Premier ministre Jospin qui avait fait ça, c'est à un moment donné quand les prix s'envolent, si on se met à baisser la TVA, on tire vers le bas. Mais c'est ce que demande Marine Le Pen. On a plus d'argent. Faites attention à vous. C'est ce qui s'est passé en Espagne. intelligente que je dois C'est ce qu'a demandé Marine Le Pen et c'est ce qui à partir du c'est moment en où on Espagne, a c'est les ce qu'ils ont prix fait. de l'essence, du pétrole, du gaz qui s'envolent, on dit plutôt que de mettre une TVA à 20%, on la met à 15, à 10, ce qui permet de baisser les prix de 5, de 10% et durablement. Mais est-ce que je trouve on a plus absolument d'argent, honteux on peut pas le faire principe ça. français qui consiste à dire je vous prends l'argent mais ne vous en faites pas, je vous remets un petit chèque derrière, c'est humiliant. C'est humiliant d'avoir à remplir un document incompréhensible où ça prend 20 où ça C'est prend surtout 25 que minutes c'est surtout quand tu pour gères rien une comprendre, boîte. et vous recevez un chèque 3 semaines plus tard, un mois plus tard, un montant inférieur à En ce que vous Espagne, espériez. ils ont Parce que ça coûterait supprimé trop cher, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas Non mais de on TVA. fait, je dis pas qu'on le fasse tout le temps. En on fait un petit Espagne, peu. entendez ce que je vous dis, ils ont supprimé la TVA sur des produits les de première produits de première nécessité. Oui. C'était une demande de Marine Le Pen. Faites très attention à vous. C'est la gauche Ben au oui. pouvoir en Espagne. Non, mais si vous commencez moi, ce qui me frappe, c'est- à souscrire aux propositions de Marine Le Pen, Lionel Jospin l'avait fait en inventant la TIPP, la taxe flottante sur les produits. Eugénie Bastier. Moi, ce qui me frappe dans cette crise des boulangers, des boulangers, c'est que quand on sait la place du pain dans l'histoire de France et sa place dans les processus révolutionnaires, on peut s'inquiéter. Et Stéphane Kaplan, qui est un grand historien du pain en France, disait que le blé était le pétrole de la France. Aujourd'hui, on manque pas de blé, mais on manque de pétrole, justement, et de gaz. Et en fait, le gaz tient un peu... L'électricité tient dans notre économie un peu le rôle qu'avait le blé autrefois. Et t'inquiète pas, le blé va bientôt manquer aussi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire c'est quelque chose qui est devenu essentiel à nos vies et on le cherche, on en a besoin comme on avait autrefois besoin de pain et on cherchait 95% Non, mais des gens. on se répète sur le sujet, mais on enrage. Et donc, on c'est enrage. assez, ce symbole du boulanger, je trouve, est frappant. Devant cette destruction dans la crise d'EDF, actuelle. on enrage et on a beau se répéter, moi, j'arrive pas à m'en remettre, en fait. Parce qu'on n'est pas là à cause de la faute à pas de chance. ça va Philippe? Très bien. Passez une bonne soirée. Ouais, il y Mais a quand je même... sais pas. Surtout, j'écoute, c'est formidable. Formidable. Mais Non, encore. mais Pascal, ne croyez pas que lorsque je me tais, que je m'ennuie. Non. Non, Au non, contraire, j'apprends. il est fasciné par ce qu'il Non, entend. mais au cinéma, j'apprends au théâtre. franchement énormément de choses. D'ailleurs, c'est le propre des débats. C'est pas uniquement de parler, c'est éventuellement d'écouter les choses justes qui sont dites. Et le mardi soir, c'est floraison. Et même... Il se fout pas un peu de notre gueule, là, votre invité? Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Pas du tout. Aucune ironie. Je l'ai dit à Elisabeth en venant, donc... Bon, la retraite, on va parler des retraites. Alors, je vais vous dire, chaque Vivement jour, la retraite. chaque jour, ils enlèvent un truc. Donc, à mon avis, il n'y aura plus de... Non, il n'y aura pas. Il n'y aura même pas de réforme, pas puisque toutes chaque les jour, idées. tu enlèves un truc. Là, c'est les 65 ans qui n'est plus un totem. Chaque jour, tu enlèves un truc. Je On sais est pas. passé de 40 à 25% de décote, déjà. Non, mais chaque jour, tu enlèves Ouais. un truc. Donc, c'est d'ailleurs invraisemblable, puisque ça confine à l'amateurisme, puisque fallait pas le dire si tu l'enlèves. Je vous signale que Ils la ont retiré première un réforme décret des sur le retraites- chômage aussi La première aujourd'hui. réforme des retraites, c'était il y a 5 ans. Maintenant, c'était M. Delvoye. Donc ça fait 5 ans qu'on se tape cette retraite incompréhensible et où on a
l'impression que le gouvernement découvre le Oui, problème semaine après Manque de semaine. courage politique était. Moi, ce qui me choque tout de même un petit peu, quand on voit ce que Elisabeth Borne propose, elle dit ça a manqué de concertation. Sur ce plan, je suis frappé de voir qu'on ne lui tient même pas crédit de cette volonté et que... Ils en veulent pas. De toute façon, tu peux pas négocier. Ils en veulent pas. Donc. Non, mais Pascal, Il n'y a pas de négociation vous ne possible. trouvez pas que c'est révélateur suis du d'accord. climat français? Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, à peine vient-elle faire un propos de bonne volonté, Oui. proposer de supprimer quelque chose qui est discuté, qu'immédiatement, Mais- c'est la politique du tout ou rien. Mais on va marquer une pause dans une seconde. Mais je veux dire, on ne s'en sortira pas. Vous savez comment on s'en sortira? En demandant la parole au peuple. Point. On demande C'est- quoi, pardon Bah, je voulais en faire un demandant- référendum sur les retraites. En Voilà, référendum, c'est le référendum. C'est-à-dire que tu fais. Aujourd'hui en France, Mais on tu est sûr poses, de le tu perdre. poses Ce référendum, 25. personne ne voudra plus travailler. Hein, C'est pas sûr. 22% des Honnêtement, Français c'est sont pas pour sûr. Ah non, sur la Je vous assure. retraite, là, Tu malheureusement. poses, il y a 25 plus. questions en France. Il y a 25 questions en France, ou 20. Et tu fais un référendum global sur toutes les questions. Mais personne ne se déplacera. Ah bah ouais. Ah bon, bah, si personne se déplace. Non, mais ça- déjà- Non, mais c'est pas ça, c'est Je surtout veux que, dire, pardon. bon, pardon. on va marquer une pause. On va marquer une pause et on écoutera Elisabeth Borne dans une seconde, puisque Et 65 Elisabeth ans. Lévy aussi. Merci. Elisabeth Lévy. Place aux Elisabeth en deuxième partie. Voilà. Et- Exactement. À tout de Et suite. Elisabeth II, on a quelque chose. Ça me rappelle la meilleure blague que Et j'ai Elisabeth faite. Montgomery, elle est de retour. Adrien Spiteri nous rappelle les titres. Il est 20h29. Elisabeth Borne tacle les médecins libéraux. Une partie d'entre eux sont en grève depuis le 26 décembre dernier. Ils réclament une augmentation du prix des consultations. La Première ministre estime que ce mouvement n'est pas responsable et augmente les tensions sur l'hôpital. Un jeune de 16 ans, grièvement blessé dans le Var. Il a été agressé au couteau par un autre adolescent près d'un lycée de Hyères ce matin. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide. Les causes de l'altercation sont pour le moment inconnues. Et puis Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, il a été présenté à Al Nasser dans un stade comble aujourd'hui. Formation entraînée par Rudy Garcia. Le Portugais affirme que son arrivée au club ne marque pas la fin de sa carrière. Le footballeur gagnera 200 millions d'euros par an. Bon, je me suis amusé tout à l'heure à caricaturer Bruno Le Maire, mais je vois qu'il y a plein de gens qui me disent bah non, moi aussi j'avais pas compris ce que voulait dire le bénéfice de l'amortisseur. Et on m'a dit tout à l'heure, c'est une des engagements de la charte proposée par Bruno Le Maire. Et c'est vrai que je trouve ça tellement révélateur quand tu fais de la politique et que tu te fais pas toi-même comprendre et qu'il y a des gens autour de toi qui disent faut que tu écrives le bénéfice de l'amortisseur plus que le montant de l'aide, c'est que vraiment ces gens n'ont rien compris en fait. Ou Et alors, rien compris. oui, mais parce Rien que compris. c'est le besoin Faut pas de qu'il- tout univers Ouais. d'adopter un langage hermétique. Oui, mais sauf qu'il parle au public. Oui, mais bien sûr. Pardonnez-moi, faut C'est qu'il là fasse. qu'on- Moi, je vais vous vous avez dire, raison. faut qu'il fasse autre chose. Absolument. Faut qu'il fasse autre chose. Quand tu vas au public, tu dois te faire comprendre. Autrement, Oui, mais tu fais autre s'ils chose. se faisaient comprendre par tout le monde, d'une certaine manière, ils auraient l'impression de perdre un peu de pouvoir. Bon, je crois pas que ce soit si calculé. Écoutez, Je ne moi, crois pas. je pense qu'ils n'y Je peuvent crois rien. pas que ce Je soit pense que si c'est une calculé. question d'état d'esprit. Voilà. Il y a, je veux dire, il y a des présidents de la République qui s'exprimaient d'une manière extrêmement simple. Et puis il y a Valéry des Giscard d'Estaing, qui n'était pas le moins Voilà. intelligent de Avec le tous. bénéfice mais bien sûr qui était le plus intelligent. Mais c'est la différence entre, pardonnez-moi, c'est la différence entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Voilà. Il y en a un qui effectivement se fait comprendre et l'autre qui se fait moins comprendre. Ce qui est étonnant, Bon. c'est que Bruno Le Bref. Maire, dans ses livres, il parle pas le langage techno. Eh ben, il devrait écrire. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. D'ailleurs. Bon, non, je blague. Attendez. Et ça, vraiment, j'ai rien. Bon, c'est pas un totem. Tous les jours, ils enlèvent quelque chose. Elisabeth Borne, écoutez. Ah, là, on l'entend pas. Là, je la comprends, Elisabeth Borne. Là, on l'entend pas. Là, on C'est en- limpide. Elle il est est passée à 63. Là, Là, on a un problème. Donc alors là, si maintenant, alors les gens vont vous leur penser. faites peur, ils ont plus parlé sur l'antenne. Surtout, les gens vont penser que nous ne souhaitons pas écouter la parole gouvernementale. Je tiens à dire que ce n'était pas volontaire. Madame Borne. Le président de la République l'a dit. Dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne.
65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Avant de vous donner la parole, je vous fais écouter ce que dit Laurent Berger, qui lui est, quoi qu'il arrive, opposé à 65, à 64 et opposé à tous les âges de départ à la retraite, sauf celui qui est en place aujourd'hui. La CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, est opposée au recul de l'âge légal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Et je pourrais continuer. Et donc, aujourd'hui, on a martelé ce qu'était notre positionnement. La Première ministre a répondu, a écouté, et maintenant, elle va voir les autres organisations syndicales, les organisations patronales, et ils rendront, on n'a pas de précision d'ailleurs sur le moment, elles rendront leur conclusion le moment venu. Mais je le dis ici, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Et tous les syndicats sont prêts à se mobiliser ensemble contre la réforme annoncée. C'est la première fois en 12 ans et la réforme Woerth. Moi, je ne sais pas si l'âge de la réforme de la retraite est un totem, mais la réforme de la retraite est un totem, ça, c'est certain. C'est un totem qui est nécessaire à Emmanuel Macron pour prouver qu'il a encore quelque chose à faire, encore quelque chose à réformer. Et puis, c'est un totem pour les marchés financiers, parce que c'est la rançon du quoi qu'il en coûte, en réalité. Parce que ça fait les déficits sont dans tel état qu'il faut bien offrir une réforme au marché financier, et notamment à l'Union européenne, pour rassurer sur l'état des finances publiques de la France. Et la réforme de la retraite est la seule qu'on a sous la main. Et il faut la faire pour ça. Moi, je pense qu'il y a des très bons arguments contre cette réforme de la retraite. Et pour, d'ailleurs. Non, mais est-ce que, attendez, vous pensez qu'il ne faut pas les réformer du tout, vous? Non, mais si, moi je pense qu'il faut les réformer. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un totem aussi politique. Non, mais et je pense. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais interrompu. Pardon. J'ai perdu le fil de mon. Pardon. Je me demande si en réalité le président est lui-même totalement convaincu de la pertinence de ce projet, ou s'il ne veut... Non. Mais il manque de courage. Ou s'il ne veut... Il en est convaincu, mais à 100%, mais il manque de courage. Est-ce qu'il ne veut pas démontrer qu'il est capable encore de faire passer quelque chose avant qu'il ne puisse plus se représenter? Je pense qu'il y a une forme d'entêtement pour démontrer qu'il est capable de réformer jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut faire une réforme de la retraite dans ce pays? Attendez. Je suis fasciné, moi, par votre... Je suis fasciné. Oui, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on se dit... Écoutez, je suis peut-être bête. Bon, je n'ai pas compris bénéfice de l'amortisseur. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est les actifs, on sait, qui payent les retraites des inactifs. Les inactifs vont vivre plus vieux. Donc si les actifs ne travaillent pas un peu plus, on ne leur demande pas de travailler jusqu'à 80 ans. Moi, je pense qu'ils ont mis 65 pour pouvoir reculer. Donc je pense qu'ils avaient mis 65 pour pouvoir lâcher quelque chose. Mais la question est de savoir si est-ce qu'on a besoin ou pas de réformer un système de retraite en dehors des méchants marchés financiers. Et en revanche, j'aimerais qu'on revienne sur la proposition de Pascal, parce que là, je suis d'accord avec Eugénie. Je crois que si on demandait aux Français, il dirait non. Il va falloir passer par la France. Bah oui, il ne faut pas tout avoir. C'est sûr qu'il faut payer. On ne peut pas avoir l'état social et pas la réforme de retraite. Je veux bien que la France soit un pays bizarre et qu'Emmanuel Macron soit un président bizarre. Mais quand on regarde tous les pays qui nous entourent, on travaille maintenant jusqu'à 64, 65, 66. En Allemagne, pour certaines catégories, 67 ans. Oui. Bon, je vois pas pourquoi la France arriverait avec ses petits bras musclés à faire radicalement différent. Sauf cher Jérôme, que les gens qui ont déjà plus de 50 ans dans l'entreprise, on les vire en France. Alors, on les vire. C'est pas 50 ans, c'est plutôt 55. Et on les vire. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent trop cher et on préfère prendre des jeunes cadres supérieurs de 30 ans qu'on paye 2 fois moins. Vous avez raison, c'est un mal endémique français, mais justement, en reculant l'âge de la retraite, on ne pourra plus les virer à 55, mais plutôt à 58, 59, 60. Mais le chômage des seniors est un mal endémique français. Disons quand même, pour être juste, qu'il s'améliore coup-ci, coup-ça depuis 3-4 ans. Ils s'améliorent, moi je veux bien. Mais bon. On n'a pas un problème de rapport au travail. Mais ça fait 40 ans qu'on a un problème au travail. Exactement, ça fait 40 ans qu'effectivement, vous avez raison. La retraite, c'est la seule chose. Un état d'esprit en France où tu n'encourages pas les gens à travailler. Donc, voilà. Vous savez ce que je chômage. Pardon. Non, la retraite est devenue, c'est la seule réforme qui est faisable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas toucher au reste de l'État social, on ne veut pas toucher aux allocations, on ne veut pas toucher aux aides, par exemple, qui
sont données de manière universelle, même aux étrangers. On ne veut pas toucher à ça, donc on touche à la retraite. Et je comprends qu'il y a une partie des Français qui ont beaucoup travaillé, qui sont en colère et qui n'ont pas envie de revenir sur un acquis social que leurs parents ont obtenu. Et même si j'entends aussi vos arguments, mais je pense que ça... Moi, j'en ai assez de vivre en Union soviétique. J'ai entendu un sujet sur une grande chaîne de télévision, je ne le dirai pas. Paraît-il que 2023, c'est une année particulière pour les ponts. Et on t'expliquait... C'était sur RTL ce matin. Non, je l'ai entendu aussi sur une grande chaîne de télé. Pourquoi pour les ponts? Pour les ponts, parce que le lundi, par exemple, le 1er mai est un lundi, le 8 mai est un lundi. Donc il y avait quelqu'un qui expliquait qu'en posant 4 jours, tu as 15 jours de vacances. Puisque le 14 juillet, c'est un lundi. Voilà, Donc c'est un vendredi. Le 14 juillet est un vendredi. Donc si tu déposes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous me suivez, comme samedi, dimanche, tu travaillais pas, et samedi, dimanche derrière, tu travailles pas, tu déposes 4 jours, tu as vacances 15. Donc c'est bien. Et on t'explique ça. C'est une année formidable pour les ponts. Un état d'esprit particulier de penser ça et de conceptualiser ça. C'est quand même... Bon, alors, Elisabeth Borne... Pour répondre juste à ce qu'a dit Elisabeth, le vrai scandale, c'est qu'en 82, quand François Mitterrand, Pierre Mauroy et Jean Auroux passent la retraite de 65 à 60 ans, c'est à ce moment-là qu'on fait l'erreur. On n'aurait jamais dû descendre à 60 ans. C'est l'erreur endémique. Au moment où tout le monde a commencé à plus travailler, la France a commencé à moins travailler. Oui, mais on n'a même pas réussi à faire le travail le dimanche. Oui, mais vous vous rendez compte, ce pays, on n'arrive même pas à faire travailler le dimanche. Si on veut, la loi n'est jamais passée. Oui, ça, c'est très bien. On est un pays catholique, on ne travaille pas le dimanche. Eh bien, très bien. Pourquoi pas d'ailleurs? Moi, je veux bien, mais c'est un rapport au travail. Il y a un jour dans la semaine qui ne soit pas travaillé, qui soit chômé, moi je trouve ça très bien. J'ai le droit de choisir ce jour. Ça peut être le dimanche, lundi, mardi. Pourquoi pas? On n'a même pas réussi à ça. Bon, avançons. Et écoutons Elisabeth Borne, parce qu'Elisabeth Borne, elle échappe. C'est ça qui est aussi très étrange. Et la question lui a été posée. Elle échappe à la réforme sur la retraite à 4 mois près. Donc tu te dis 2 mois près, à 2 mois près. Donc évidemment, la question lui a été posée ce matin sur France Info. Bah oui, quand même. La réforme, elle doit s'appliquer progressivement à partir des Français nés à partir du second semestre 1961. Pardon de donner votre âge, Madame la Première ministre, vous êtes née le 18 avril 1961. Ça veut dire qu'à 2 mois près, vous allez y échapper. Oui, enfin, je n'ai pas le projet de partir immédiatement à la retraite. Vous ne pensez pas que vous devriez donner l'exemple dans cette réforme et dire elle s'applique aussi à moi, puisque je vais changer la vie de millions de personnes? Alors, si ça ne concernait que moi, pourquoi pas? Mais vous voyez, ça serait une grande innovation et je ne suis pas sûr qu'elle serait très bien perçue de faire ça rétroactivement. Le texte qui sera voté à la fin du premier trimestre, on ne va pas changer des règles, on laisse quelques mois pour l'application de la réforme. Non, mais on vous pose la question parce que les oppositions disent que vous avez fait exprès et qu'en fait vous êtes épargné avec cette réforme des retraites. Oui, enfin c'est un peu ridicule. Je pense que je porte une réforme des retraites. Je n'ai pas décidé mon année de naissance en fonction de la réforme des retraites ni le calendrier de la réforme. Mais vous voyez combien ils sont déconnectés. Elle dit c'est un peu ridicule. Moi j'ai entendu ça 50 fois, cet argument-là. Vous trouvez que cet argument est valable? Mais je ne vous dis pas qu'il est valable, je vous dis que les gens le perçoivent comme ça. On a le droit de questionner. Mais bien sûr, vous vous rendez, même vous êtes déconnecté. Pardonnez-moi. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ils ont fait ça. Mais si, mais moi j'imagine tout. Maintenant, j'imagine tout. Franchement, j'imagine tout. Les politiques font partie des gens qui sont très contents de rester très 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 longtemps en politique. Exactement. Et de partir très tard. Moi, j'imagine tout. Mais c'est pas très malin. Eugénie a raison. C'est pas très malin. C'est pas très malin. Elle échappe à 2 mois. Beaucoup de gens entendent ça. Les gens, ils n'ont peut-être pas votre niveau d'études, votre niveau de culture, votre niveau, etc., de compréhension. Mais peut-être, oui, d'accord, vous êtes déconnecté. Bon, elle y répond, mais vous avez vu avec mépris. Oui, c'est un peu ridicule. Non, c'est pas ridicule. Les gens se posent ces questions. C'est toujours pareil. Après, on se dit, ils sont déconnectés. Non, elle peut pas répondre comme ça. Pardonnez-moi. C'est méprisant pour les gens qui pensent précisément ça. Tout est ridicule pour ces gens-là. Ben non. Il y a des questions que se posent les uns et les autres. Je suis désolé de vous le dire. Personnel. Voilà, c'est pas ridicule. Le mépris qu'elle affiche, je vais vous dire, même le mépris qu'elle affiche dans sa réponse fait sens à mes yeux. Mais bon, c'est de l'interprétation personnelle. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que vous exagérez un peu. Ouais, moi aussi, je trouve que... Écoutez, allez, allons-y. On a le droit de les poser. On a le droit quand même. Dépasser les bornes. Elle est très originale, elle a été peu faite. Elle était bien amenée, désolée. Elle était à propos. Bon, bonne année à Madame Borne, c'est pas facile, son rôle, Premier ministre de la France, bien sûr, c'est pas facile, évidemment. Ça, c'est le Pro 2023.
Une baffe, une caresse. Mais pas Une du baffe, tout. une caresse. Je dis que c'est pas facile. Voilà, bon. C'est mieux que de baffer. Bon, Vaux-en-Velin. Vous avez découvert l'affaire Vaux-en-Velin. Oui, Ah oui. sur CNews. C'est invraisemblable. Non, c'est RTL d'ailleurs. Ça ce repousse matin, le lendemain à côté. Donc c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que le 16 décembre, vous avez 10 morts en France, dont 4 enfants. Non seulement vous apprenez que les dealers sont de retour, mais en fait ils sont jamais partis. À côté. Alors on va voir le sujet de Célia Barotte et c'est sidérant, c'est effrayant. Au quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale, mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien. On ne sait pas vraiment ce qui peut se dérouler. Ce n'est pas que des petits hommes de main, hein. C'est des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement une engueulade ou des coups de klaxon, on pense au pire. Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant, mais personne ne parle par peur de représailles. Vous risquez de vous faire agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles, c'est extrêmement dangereux. On est bien avant, là, effectivement. Un constat partagé par le secrétaire départemental Unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens. Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, j'ai envie de vous dire que j'ai donné une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière, donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers, les trafiquants, donc ça demande du temps. Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Vaux-en-Velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente. Écoutez Laetitia, qui est une habitante riveraine de Vaux-en-Velin, qui était entendue ce matin sur RTL. Quand on est arrivé, ils étaient déjà deux dans le hall, avec pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc prêtes à être réinstallées. À l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures complètement dessaucées, des conditions de vie, des amont de bois, des amont de... Enfin moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, devant des situations pareilles, vous me demandez souvent, Pascal, ce que je ferais si j'étais ministre de l'Intérieur. Déjà, je ne supporterais plus, comme dans une famille où on a des enfants insupportables, de voir en permanence en France des lieux qui sont ou des cloaques ou des nids de délinquance qui perturbent la vie des habitants. Et j'essaierais d'inventer un système qui, dans l'urgence, on peut imaginer toutes sortes de choses, réagirait dans tous les lieux français où ce type de scène scandaleuse se produit. Mais il faut accepter l'idée que la France est en état de délitement. Oui, mais si vous me permettez, par exemple, le ministère de la Justice avait annoncé que les procédures seraient simplifiées. On attend toujours. On attend toujours. C'est-à-dire qu'on se demande ce qu'il fait, M. Dupond-Moretti, là-dessus. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur même du gouvernement, ça tangue sur sa politique. Parce que certains disent, qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Pascal, pour une raison simple, c'est qu'un ministre n'est pas là, malheureusement, pour agir, mais pour annoncer qu'il va le faire. Mais pourquoi Mais il avait annoncé. Oui, mais ça la s'arrête procédure. là. Par exemple, dans les procédures simplifiées, visiblement, il y a un problème avec la justice sur ces affaires de drogue, et notamment de procédures, parce que les policiers n'en peuvent plus de perdre du temps à faire des procédures, etc. Tous demandent la même chose. On attend quoi? Mais on attend que l'apaisement arrive à partir d'annonces qu'on a faites et qu'on n'est absolument pas décidé à concrétiser. Non, mais est-ce qu'il faut je pas... pense qu'un juge aujourd'hui a plus de pouvoir qu'un ministre. Ouais. Mais avant un juge, avant même les procédures... Ils sont persuadés. Est-ce qu'il ne faut pas une présence armée dans l'urgence? Vous avez prononcé le mot d'urgence, cher Philippe. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ces immeubles... C'est terrible de voir ces habitants livrés comme ça, je veux dire, sans personne pour les aider, mais ça fait mal au cœur. Est-ce qu'en attendant de trouver des solutions, que les réformes arrivent, que les procédures arrivent, je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas mettre une
présence armée dans ces halls d'immeubles. Partout, vous avez raison. Non, mais j'en sais rien, je pose la question. Dans la mesure où les institutions et les services publics en France ne sont même plus capables d'une normalité acceptable, il faudrait créer, j'allais dire, une brigade de proconsuls avec tout pouvoir, qui pourrait réagir sur l'ensemble du territoire national pour passer... Non, de gens qui auraient tous les pouvoirs. Mais qui... Oui, j'avais un peu peur. Des milices, non, pas du tout, mais des gens qui seraient affranchis des règles bureaucratiques et qui, à chaque fois qu'un problème grave se poserait à Vaux-Avelin, ils viendraient, il resterait les temps qu'il faut pour éradiquer. Enfin, là, ce qui est effrayant, vraiment. Alors, il y a d'ailleurs une lettre ouverte au président de la République signée par les élus communistes du Rhône face à des syndics inactifs, tantôt incompétents pour les habitants. Il faut la création nationale d'un syndic public où l'État, les métropoles, les élus locaux et les syndics pourront agir vite pour faire face à l'urgence. Sur Éric Dupond-Moretti, un petit mot. Oui. Il a tout misé sur ce qu'il a appelé les états généraux de la justice qu'il avait entamé lors du précédent quinquennat. Il a cru que c'était l'alpha et l'oméga de tout, puisqu'on allait mettre les avocats, les juges, toutes les professions de justice, assistants autour de la table pour que ça avance. Et alors, ils s'enlisent là-dedans, il n'en sort rien. Et un an après, on n'a toujours pas commencé. Qui va nous annoncer quelque chose. Oui, mais ça devait veut dire que ça tangue, il n'y a rien qui sort. Ça tangue à l'intérieur du gouvernement. Il y en a qui disent, on se demande ce qu'il fait. Ben, bien sûr, mais il est étrangement silencieux depuis quelques mois. Précis. Mais ça tangue. Et voilà. Vous voulez qu'on alors on était avec le préfet ce matin, vous avez très informé. Monsieur Yvan, comment j'allais dire Yvan Blachier, mais c'est pas son nom. Yvan il voit des Blachiers partout. Il aime tellement les Blachiers qu'il voudrait qu'il soit préfet, ministre, juge, policier, pas tellement médecin, que des Blachiers en France. La famille Blachier. Donc Yvan Boucher, qui était très bon d'ailleurs, et ce matin j'étais ennuyé moi de le mettre en accusation. D'une certaine manière, je suis pas là pour ça, mais il répond et je comprends, il fait le job qu'il faut. Sans doute, lui, il applique les choses, c'est pas un homme politique. Il nous donnait des chiffres, il dit ça va mieux. Bon, c'est déjà bien que ça aille mieux, mais on aimerait que ça aille bien. Donc écoutez, monsieur le préfet, délégué du Rhône, préfet à la sécurité. Il y a des trafics de drogue à Vaux-en-Velin. Il y en a à Lyon. Ils sont nombreux. Nous luttons contre. Nous luttons tous les jours, tout le temps contre. Nous avons arrêté 410 personnes, rien qu'à Vaux-en-Velin, qui consommaient, qui faisaient usage de drogue. C'est une augmentation très importante par rapport aux années précédentes. Nous avons arrêté plus de 120 personnes qui à la fois consommaient et revendaient. Nous attaquons les consommateurs. C'est une priorité. Je vous le disais, plus de 400. Mais nous attaquons également et avant tout les trafiquants. Ce sont 97 affaires de trafic, rien que sur Vaud, qui ont été faites en 2022, à Vaux-en-Velin. Bon, je cite moins en ce moment ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais là, exceptionnellement, je vais citer, c'est Madoc83 qui dit « Vous ne manquez pas d'audace, Pascal, en disant que les Français ne veulent pas travailler le dimanche, alors que chaque jeudi soir, vous rendez l'antenne pour la reprendre le lundi. » C'est pas tout à fait vrai, parce que je suis là le vendredi matin, mais peu importe. Sans compter votre calendrier de vacances scolaires, humilité un maître mot, dit-il. Bon. Ne parlons pas de moi. Ce que je voulais dire, c'est on n'a pas réussi à faire une loi le dimanche pour ceux qui veulent travailler le dimanche. Bien sûr, bien sûr. Mais ça ne serait que sur la base du volontariat, dimanche. Bien sûr. Ça n'est que le volontariat. Et moi, ça existe dans toutes les zones dites touristiques, ce qui fait à peu près la moitié de la France. Mais si vous n'avez plus de loi générale, si le dimanche est un jour comme les autres banalisé, eh bien évidemment, il y aura un quart des salariés qui devront travailler le dimanche. Chacun devra prendre son tour et vous serez obligé dans certaines entreprises. Ça peut arranger. La loi, elle est là pour protéger l'ensemble. Ça peut arranger certains hommes et femmes de travailler le dimanche. Pour des... Moi, je suis d'accord avec Eugénie, dans un pays si c'est généralisé, ce seront ceux qui n'ont pas le choix qui travaillent. Je ne dis pas que c'est généralisé, c'est la base du volontariat. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé. Je vais vous dire, j'ai travaillé tous les dimanches pendant plus de 25 ans. Tous les dimanches. Donc c'était possible. Mais non seulement ça. Pourquoi ? Parce que je faisais du foot et j'adorais ça. Mais moi, je préférais travailler le dimanche. Pourquoi je préférais travailler le dimanche ? Pour une raison simple, c'est que je pouvais être en repos quand les autres travaillaient et je trouvais que c'était plus agréable. Point. C'était possible, mais exceptionnel. Non, mais... Si vous généralisez, vous n'aurez plus le choix. Voilà. Personne ne force à généraliser le travail. Omar Sy. On n'est pas. Omar Sy était sur RTL. Omar Sy était sur RTL. Alors il a répondu à cette polémique. Est-ce une vraie polémique, une fausse politique ? Hier, j'ai dit qu'un buzz chassait l'autre. C'était pas le buzz du siècle, bien évidemment. Il a répondu. Il était au micro de Julien Cellier d'RTL. Écoutons-le.
C'est une surprise, mais en même temps, pas vraiment. C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. On essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL à cette heure-ci de le dire, on laisse pisser. Ça va pas m'empêcher de faire des films, ça va pas m'empêcher de raconter les histoires que j'ai envie de raconter, d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir d'ouvrir des conversations, en fait, parce que ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus, pour des films qu'ils n'ont pas vus. Je vous dis, c'est pas les 2-3 illettrés qui savent pas lire un article qui vont m'empêcher de sortir de ma cachette, parce que il y a de l'amour et je suis décidé à le recevoir. Non mais franchement, d'abord de l'Afrique là, Pascal, oui. Ou c'est autre chose? Non, c'est à propos de ça. C'est à propos de ce qu'il avait dit, vous intéressez davantage à l'Ukraine qu'aux guerres en Afrique. Mais d'abord, c'est tout à fait vrai, parce que Philippe Bilger. C'est la même chose dont on a parlé hier matin, où il donnait l'impression de ne pas appartenir à la communauté nationale. Alors, il s'est expliqué sur le vous, en tous les cas, le Vous êtes journaliste. un illettré, parce que manifestement, vous n'avez pas compris. Oui, le journaliste du Parisien. Hier, Pascal, j'ai écouté Elisabeth Lévy qui a dit ce qu'il fallait dire là-dessus. Je n'avais pas compris pourquoi lui, d'ailleurs dont je ne raffole pas, hein, c'est clair, se retirait de la communauté nationale pour lui imputer une sorte de... Il ne se retirait pas non plus de la communauté nationale. Quand on analyse le texte sans faire les études d'Ocagne et d'Hippocagne, que j'ai beaucoup aimées, eh bien, on a tendance à considérer qu'il nous juge en surplomb. Il n'appartient pas à la communauté nationale, puisqu'il dit « vous ne donnez pas toute l'importance qu'elle mérite ». Le procès d'intention que vous lui faites n'est pas convenable. Pardonnez-moi de le dire comme ça. D'abord, vous n'étiez pas dans l'interview, peut-être que le vous... Et c'est vous qui avez posé cette question hier matin, Pascal. C'est vous-même qui avez posé cette question du vous hier matin. D'ailleurs, ça m'a particulièrement frappé. Vous avez posé la question. Mais j'ai dit, que veut dire ce vous? Mais je n'en tire pas la même conclusion. Vous dites qu'il se retire de la communauté nationale. Comprenez la violence de ce que vous dites. Non, mais ça c'est pour ça que je me Pascal, ça n'est pas violent. J'analyse un propos, il donne l'impression de se poser comme juge en surplomb d'une communauté. Elisabeth. Non mais très vite, sur le vous, j'ai lu Le Parisien, où le journaliste qui avait fait l'interview s'explique. Que j'ai eu ce matin, j'ai voulu l'inviter d'ailleurs. Donc, bon, j'admets peut-être que sur le vous savez, des fois dans la conversation, on dit « Ah oui, vous êtes... » Bon, passons. En revanche, sur le propos, si vous voulez, le propos, quand même, est un peu... désobligeant, c'est-à-dire en gros il dit ce vous donc vous intéressez plus à l'Ukraine qu'à l'Afrique, il ne dit pas vraiment que ce serait par racisme, et moi je dis oui, par exemple en Afrique, si vous voulez, il est clair qu'en Afrique les guerres africaines sont plus proches parce qu'elles sont à côté, parce que c'est culturellement plus proche que les guerres européennes qui sont plus lointaines. Je ne vois pas ce que ça a de choquant. C'est le contraire. En Europe, c'est le contraire. Non, en Afrique, quand vous êtes en Afrique, les guerres en Éthiopie sont plus proches que la guerre en Ukraine, si vous êtes un Africain. Oui. C'est normal. Pour Donc, un Africain. je ne vois pas pourquoi il condamnerait les gens pour cela. Et c'est vrai que dans son propos... En tout cas, il a répondu. Voilà. Mais le propos est... comprenez il faut être plus nuancé, me semble-t-il. Mais Pascal, je le suis. Non. On parle d'un propos... Parfois le reproche. On est en débord. On parle d'un propos, je l'analyse, c'est tout. Oui. Bon, c'est fini. C'est fini parce qu'Olivier Ben-Kemoun est là et Olivier Ben-Kemoun n'attend pas. Vous connaissez cette phrase célèbre de Louis XIV, j'ai failli attendre. J'aime beaucoup. Vous avez pris aimez beaucoup des bonnes résolutions, Pascal? Comment? Vous avez pris des bonnes résolutions? Je ne vous ai pas entendu dans les bonnes résolutions. Je ne crois pas avoir pris de bonnes prenez-en mauvaises. Je ne Faites-moi pense pas faire ça. Faites-moi plaisir, Pascal. Prenez-en une Laquelle seule. Vous rendez à l'heure, tous les soirs. Ah, Comme ça, je suis d'accord. Oui, ça sera une bonne résolution. À tout de suite, pour le meilleur de l'info. Merci. Voilà.
Bah écoutez, alors merci, je ne m'attendais pas à ça. Je suis puni comme quand j'étais enfant. Kylian Salé, que je remercie, réalisation. Aujourd'hui, Michael Thomas, Alice Mallet était à la vision, Guillaume était au son. Merci à Benjamin O, à Kylian Salé, à Quentin Goffette. Et toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Nous serons là demain matin à 9h, la matinale de Romain Desarts, bien évidemment, Laurence Ferrari également. Et je vous retrouve pour l'heure des pros à 9h demain. Bonne soirée, Olivier Benkimoun dans une seconde.